Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Être face à une horde de zombies malades en quête de médicaments, voilà un peu l'image qu'on peut avoir du pharmacien. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy qui fait ce métier depuis plus de 10 ans. Attention, pharmacien en colère. Comme toute la profession, Éric Priou s'estime trahi par le gouvernement. C'est un décret paru pendant l'été qui a mis le feu aux poudres, une restriction drastique des rabais que les industriels peuvent accorder sur les médicaments génériques. Les pharmacies craignent de perdre un tiers de leurs revenus. Alors, celles qui ont du personnel, ça sous-entend des licenciements potentiels. Et c'est celles comme moi, où là je suis tout seul, puisque malheureusement je n'ai pas de solution, c'est forcément mes revenus et qui à un moment donné font que c'est plus possible. Professionnel, je ne comprends pas. Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol et non pas d'acide acétylsalicylique qui est rigoureusement contre-indiqué comme tout médecin sait. Voyons. C'est injuste, on ne m'avait pas prévenu. Sinon, vous pensez bien, jamais je n'aurais prescrit de ce médicament. Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Jérémy, tu es pharmacien depuis plus de 10 ans, 8 ans dans la même pharmacie. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es devenu pharmacien ? Bonjour Thomas. Alors moi, un peu comme beaucoup de jeunes sortis de terminale, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. J'étais bon en tout ce qui était scientifique, ça m'intéressait. Donc voilà, je m'étais inscrit à la fac de pharmacie. Donc à l'époque, moi, c'était encore séparé pharmacie et médecine. D'accord. Alors que maintenant, c'est médecine et pharmacie sont dans la même fac. D'accord, donc c'est le même lieu ou c'est les mêmes études carrément ? C'est les mêmes études la première année. Donc le gars qui veut être pharmacien, il se tape la première année de médecine, quoi. Oui, c'est ça, le la fameuse. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais bon, moi, à mon époque, il y a 10 ans, c'était encore séparé, c'était vraiment que pharmacie. D'accord. Donc là, la première année, c'est un concours. Donc on était à peu près 300, il n'y en a que 100 qui étaient sélectionnés pour passer. Donc moi, je l'ai fait en 2 ans, comme beaucoup d'étudiants. Donc voilà, donc une fois que la première année est passée, après c'est 5 ans d'études, donc ça fait 6 ans tout. Il y a une thèse à la fin, et voilà, après t'es pharmacien et t'es sur le monde du travail à 25 ans à peu près si tout va bien. D'accord, donc t'es pharmacien, ce qu'on se disait avant, t'es pas préparateur en pharmacie. C'est quoi les différences ? Alors, pharmacien, donc comme je t'ai dit, c'est 6 ans d'études. Donc on est docteur, on fait une thèse, on est docteur en pharmacie. D'accord. Et les préparateurs, à l'époque, c'était 2 ans. Maintenant, ça va passer à 3 ans après le bac. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup moins poussé en termes d'études. Mais donc les préparateurs ont moins de responsabilités qu'un pharmacien. S'il se passe un souci quelconque, le préparateur n'aura rien. C'est vraiment le pharmacien qui endosse toutes les responsabilités de la pharmacie. Donc ça veut dire que toi, en tant que pharmacien, tu as des responsabilités et tu as sous tes ordres, entre guillemets, des préparateurs ? Ouais, c'est ça. Alors en fait, tout dépend de la taille des pharmacies, mais en général, donc, on a ce qu'on appelle le pharmacien titulaire, donc lui, celui qui a la pharmacie. Donc un préparateur ne peut pas avoir une pharmacie, c'est vraiment un pharmacien obligatoirement. Okay. Après, s'il est assez gros pour avoir d'autres pharmaciens, ce qu'on appelle les pharmaciens adjoints, donc ceux que je suis, donc c'est titulaire pharmacien adjoint. Et après, on a les préparateurs, préparatrices qui font quasiment le même travail que nous, mais nous, on est plus là en responsabilité importante. Si la personne se trompe en délivrant les médicaments, elle ne sera pas spécialement inquiétée, mais nous aussi, on sera inquiétés. Donc le but, c'est de surveiller, entre guillemets, tout ce qui peut se passer au niveau des préparateurs. On est là pour les aider, mais c'est aussi des gens qui peuvent être très compétents suivant ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des préparateurs qui sont formés dans beaucoup de domaines et qui sont parfois plus compétents que des jeunes pharmaciens. Ça, c'est une évidence. Ouais, l'expérience. Mais, l'expérience. Moi, quand j'ai débuté, je m'appuyais vraiment sur des préparateurs, préparatrices qui étaient là depuis longtemps, qui connaissaient bien le métier et qui ont une expérience importante et sur qui tu peux te reposer sans problème, quoi. Là, du coup, j'ai 1000 questions à te poser, clairement, parce que c'est tellement un milieu... Nous, en tant que clients, ce qu'on voit, c'est j'ai mon ordonnance ou j'ai mal quelque part, j'ai quelque chose... Je vais voir en fait, c'est même pas le pharmacien, je vais voir le gars derrière son pupitre et il me dit
voilà, je vous conseille ça, ou alors il y a eu ça de prescrit et moi j'ai pas ça, mais je vous donne ça. La réalité du métier d'un pharmacien, du quotidien d'un pharmacien ou d'un préparateur en pharmacie, parce que de ce que tu me dis, ça se ressemble, c'est plus une histoire de responsabilité finalement. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? On va dire ta journée type par exemple. Ouais. Alors déjà, les médicaments, nous on est livrés tous les jours par ce qu'on appelle des grossistes, donc des grossistes répartiteurs. Tous les jours on passe des commandes et on reçoit des médicaments le matin et le midi. Voilà, tout ce qu'on a vendu ou des gens qui sont venus chercher des choses qu'on n'avait pas forcément, donc on doit commander. Donc c'est assez rapide, le matin pour l'après-midi et l'après-midi pour le lendemain matin. Donc voilà, donc déjà, première étape de la matinée, c'est réceptionner les commandes. Ok. Et après, c'est essentiellement du comptoir, donc l'accueil des patients, répondre à leurs demandes, donc soit avec ordonnance ou sans ordonnance. On est quand même un métier médical où tout le monde peut venir sans rendez-vous. Oui. Et ça, c'est ce qu'on le voit de plus en plus, vu que médecin, c'est compliqué, autre. Dès qu'il y a un petit bobo, quelque chose qui ne va pas, souvent, c'est nous qu'on va voir en premier avant d'aller chez le médecin ou aux urgences, si vraiment c'est quelque chose d'important. Donc les journées types, c'est vraiment répondre à la demande des patients. C'est que ça, ouais, c'est que ça. C'est-à-dire que tu arrives, tu réceptionnes donc tes médicaments. Après, j'imagine que tu as une gestion d'un stock, donc tu les ranges où il faut, on va dire, pour pas revoir le schéma, mais j'ai l'impression que ça a l'air bien technique. Et après, c'est du tout venant, les gens arrivent, et c'est un rush, en fait, entre guillemets, quoi. C'est vraiment... Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est... toute la journée, on voit entre 500 et 700 personnes sur une journée, nous, dans notre pharmacie. Dans la tienne, aujourd'hui, ouais. Il y a des chiffres là-dessus, à peu près, des moyennes, tu sais pas, ou c'est vraiment... Alors, moi, je suis plutôt, on va dire, une grosse pharmacie de centre-co, au niveau de la Roche, voilà. Après, on va dire une petite pharmacie, ça va plutôt tourner autour de 100 personnes, 200 personnes pour les moyennes. Voilà, nous, on a vraiment un flux assez important. 500, 700, c'est pas toutes les pharmacies, évidemment. Ouais, c'est lié, tu dis de centre commercial, donc forcément dans une galerie, donc beaucoup de passages, donc logiquement, beaucoup plus de monde, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Par rapport à les petites pharmacies où ils sont à travailler 3, 4, 5, ils voient 100, 150, 200 personnes. C'est vrai que nous, on est pratiquement une vingtaine maintenant dans la pharmacie, tout compris. Ah oui, ok. Ouais, entre les préparateurs, les pharmaciens, on a une réceptionniste et une nutritionniste aussi. Ah oui. Ouais, pour vraiment englober tous les demandes. Mais voilà, oui, on voit pas mal de monde, plus les nouvelles missions, tout ce qui est vaccination qu'on fait depuis quelques années maintenant, où de plus en plus de gens viennent directement chez nous pour les vaccins. Les dépistages aussi qu'on fait très récemment, tout ce qui est cystite, donc infection urinaire, les maux de gorge, tout ce qui est angine aussi on peut faire. Donc nos panels d'activités s'élargit d'année en année. D'accord. Et, vraiment la base, c'est vraiment l'accueil du patient et répondre à ses demandes. Ok, parce que oui, tu dis le vaccin notamment, alors j'imagine qu'avec le Covid, tout ça c'est arrivé avec le Covid où vraiment il y a dû avoir une explosion des demandes, etc. Et puis c'est hyper important, tu as dit, vu que c'est hyper complexe d'avoir un médecin, les gens viennent vous voir en premier et donc aussi vous avez des tâches qui sont de plus en plus déléguées, j'imagine, parce que les médecins ne peuvent pas fournir, quoi. Tu disais... Tu as une responsabilité en tant que pharmacien tout à l'heure. Justement, il y a une responsabilité parce que certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires ou alors pas pour certains types de personnes. Enfin, c'est, j'imagine, très technique. Justement, est-ce qu'il faut des connaissances scientifiques très solides, justement? Est-ce que tu es challengé en permanence par ça, quoi? Alors, j'aurais tendance à dire non. Même quelqu'un qui n'est pas axé scientifique peut faire pharmacie sans problème. Il faut juste être curieux, en fait. Curieux du fonctionnement du corps humain, des médicaments, comment ça interagit les uns avec les autres. Après, le but, c'est de savoir où chercher l'info quand on ne sait pas. Heureusement, on ne sait pas tout, on apprend tous les jours. Donc le but, c'est vraiment si on ne sait pas, c'est de savoir où trouver l'info sûre, fiable, pour avoir la réponse. Et après, scientifique, forcément, ça aide, mais c'est pas indispensable. Vous avez alors je dis une bêtise, par exemple, le gars, il vient, il te demande un médicament. Toi, sur t'as un logiciel, t'as quelque chose qui dit attention, effet secondaire, ça. T'as des choses un peu plus poussées sans avoir besoin de lire la notice du truc ou Alors oui, les logiciels maintenant pharmaceutiques arrivent à faire le lien. Alors
ils font le lien entre les médicaments qu'on met sur une même ordonnance, les interactions, les contre-indications, les choses comme ça. Mais si la personne a pris des choses à côté la veille ou 2 jours avant, il ne fera pas forcément le lien entre ça. Donc Oui. c'est vrai que... Tu peux pas tout savoir, quoi. Voilà, Ouais. donc il y a aussi les connaissances propres du pharmacien qui, dès qu'il voit des interactions, des médicaments potentiellement dangereux, normalement ça fait tilt. Voilà, après, c'est sûr que pour ça aussi c'est mieux de toujours aller dans la même pharmacie si on peut. On a un recul sur les prises médicamenteuses diverses de la personne et on n'a pas juste un instant T, juste l'ordonnance sous les yeux, quoi. D'accord. Ah oui, tu conseilles dans la mesure du possible d'aller dans la même pharmacie. Oui, avoir ce qu'on appelle nous l'historique du patient, c'est vraiment quelque chose d'important. Juste, par exemple, des fois, les médecins, ils font des ordonnances, ils se trompent, ça peut arriver, ils se trompent de médicaments. Nous, si on voit que c'est pas le même que dans l'historique, soit, il y avait un changement de traitement, là, ok, soit le patient, il dit, non, il n'y a pas de raison que ça change. Nous, on voit l'historique, on se dit, il y a peut-être un problème, là, on peut appeler le médecin et voir avec lui si c'est volontaire ou pas de changer de traitement, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Tu vois. Alors justement, je vais rebondir exactement sur une de mes questions. Il t'arrive, du coup, de ne pas être d'accord avec une ordonnance, Oui. entre guillemets. Oui, Entre guillemets, pas être alors, d'accord. Il y a différents niveaux de pas d'accord, on va dire. Il y a le premier, c'est, on va dire, un problème de médicaments, voilà, d'historique, parce que malheureusement, certains médecins prennent des vieilles ordonnances, ils changent juste la date et ils redonnent aux patients. Mais des fois, s'ils prennent une vieille ordonnance, mais trop vieille, il peut se tromper, le traitement a pu changer entre-temps. Donc là, c'est assez simple, on appelle, en général, ils répondent et on arrive à changer tout de suite. Après, il y a aussi les problèmes, on va dire, de légalité. C'est vrai qu'il y a des médicaments, il faut des ordonnances particulières, il y a des durées de traitement limitées. Tout ce qui est somnifère, par exemple, c'est 1 mois de traitement, il faut une nouvelle ordonnance tous les mois. Voilà, quand on sait que les patients, ils vont pas tous les mois chez le médecin, ils vont tous les 3 à 6 mois. Mais nous, on ne peut pas délivrer, par exemple, sans une nouvelle ordonnance tous les mois pour tout ce qui est somnifère, tout ce qui est morphine, stupéfiant. Voilà, Tout ce qui va mettre directement la vie du patient en danger, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des médecins, par faute de temps, ils font pas les ordonnances comme il faudrait, si je puis dire. Ouais, ça fait un peu médecin, des fois, ce qui est reproché des fois à certains médecins, d'ailleurs, parce que c'est une profession qui est un peu sacralisée, et en même temps, pour d'autres, c'est un peu juste des prescriveurs, quoi. Tu te dis que t'as mal là, il te fait une ordonnance, boum, 25, enfin c'est même plus 25 €, maintenant c'est 26, je sais plus, ça augmente. Voilà. C'est un peu le truc, en tant que pharmacien, toi, tu vois si le gars, il fait un peu bien son boulot ou pas, en fait, finalement. Oui, après, c'est comme dans tous les métiers, je veux dire, il y a des bons médecins et des mauvais médecins, et il y a des bons pharmaciens et des mauvais pharmaciens, c'est toujours pareil. Je pense que la nouvelle génération de médecins sont plus à l'écoute des pharmaciens. C'est vrai qu'avant, les médecins un peu plus âgés, ils n'acceptaient pas qu'on les appelle pour modifier l'ordonnance. Pour eux, ils ont fait l'ordonnance, point barre. Nous, on n'a rien à dire, quoi. C'était un peu ça. Ok. C'est vrai que maintenant, la jeune génération est plus à l'écoute, c'est plus interactif, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un peu plus agréable parce qu'on a aussi des connaissances. Oui. On voit aussi les patients régulièrement, donc on a aussi notre mot à dire dans un sens. Et il y a aussi le problème des ruptures de médicaments, de plus en plus fréquents. Donc là, des fois, en théorie, on n'a pas le droit de modifier une ordonnance sans l'accord du médecin. Ça, c'est clair, on n'a pas le droit de prescription, donc on ne peut pas dire non, mais ça va pas, je vous mets autre chose, sans prévenir le médecin, ça, c'est impossible. Donc on est tout le temps obligé d'appeler le médecin. Et c'est vrai que comme là, il y a des ruptures, mais de plus en plus, des centaines de médicaments sont en rupture. On est quand même obligé d'appeler le médecin pour changer, et c'est vrai que ça peut nous prendre un temps fou, quoi, pour des fois pas grand-chose, quoi. D'accord, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on en a déjà parlé, les ruptures, ça arrive de plus en plus. Je voulais parler un peu au global de la relation avec les labos. Il y a plein de clichés autour des labos, ils font de l'argent sur la santé, enfin voilà, c'est vraiment mal vu. Tu parlais des ruptures, pourquoi il y en a, toi, de ton point de vue, en tant que pharmacien, gestionnaire de stock de médicaments finalement, pour dire ça un peu autrement, pourquoi, selon toi, il y a des ruptures? Pourquoi tu en constates de plus en plus?
Alors déjà, les laboratoires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les laboratoires pharmaceutiques. Là, si on se concentre sur les ruptures, les causes sont souvent multiples. Déjà en France, on le sait, les médicaments sont très peu chers. Donc si le laboratoire il peut vendre ses boîtes en Allemagne ou en Espagne plus cher, il va d'abord les vendre là-bas avant de les vendre en France. Donc on est un peu les derniers servis, on va dire. Donc si la demande augmente fortement, forcément après en France, vu qu'on est dernier à être servi, on aura moins de produits. Donc ça c'est une des premières causes. Une deuxième cause, c'est tout simplement la rupture de la matière première. Donc là c'est des causes en général mondiales. Tout le monde est en rupture à ce moment-là. On n'arrive pas à produire, il y a un problème dans une usine, choses comme ça. Donc là, on est bloqué. On ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, nous, à notre niveau. Ça fait parfois râler les patients parce qu'on n'a pas les produits, mais malheureusement, nous, on n'y est pas pour grand-chose. C'est le labo qui n'envoie pas les boîtes, quoi. Puis même le labo n'y peut rien, peut-être. Peut-être que... Oui, parce que parfois c'est sous-traité. Souvent, on sait que les matières premières, je pense que 90% des matières premières viennent de Chine ou d'Inde. D'accord. Donc c'est les gros producteurs. Oui, parce que on parle souvent de rapatrier la production en France ou en Europe. Ouais. Ok, pour la production, mais les matières premières viennent toujours du même endroit. Donc Chine et Inde, tout simplement. Matières premières. Il faut savoir, de mes connaissances, mes modestes connaissances, les médicaments sont beaucoup fabriqués à partir de plantes, de mémoire, de plantes Oui, dans la nature, on va dire. Oui, à la base, c'est beaucoup de produits issus de la nature, de plantes notamment. Oui, effectivement, maintenant, de plus en plus, c'est des produits faits à partir de la chimie, tout simplement. On recrée la molécule chimiquement dans des laboratoires. Sauf que c'est des productions souvent qui sont polluantes. Et D'accord. qui, en France ou en Europe, au niveau des lois sur la pollution, ne pourraient pas être fabriquées en Europe, tout simplement. D'accord. Donc on accepte que ce soit fait à l'étranger, en Chine, en Inde, parce que... Ça nous arrange bien, ouais. Voilà, eux, la pollution, c'est pas leur premier problème, on va dire. Ouais, Donc il y a les deux aspects à ce niveau-là. Donc c'est vraiment les deux grosses sources de rupture, c'est le prix des médicaments bas en France et problème de matières premières. Alors quand tu dis le prix bas, ça veut dire que nous en France, vu que c'est remboursé, une partie des médicaments sont remboursés, ça c'est un autre débat, il n'y a pas de négociation avec le labo, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de le vendre à tel prix. Quand un laboratoire veut mettre en vente en France une nouvelle molécule ou un nouveau générique, il y a des négociations avec la Sécu pour fixer le prix du médicament. Une fois qu'il est fixé, après, le labo ne peut pas revenir en arrière, il est obligé de vendre à ce prix-là. Et parfois, la Sécu même baisse le prix après en cours d'activité. Au bout de quelques années, par exemple, il peut décider de baisser le prix du médicament. C'est pour ça qu'on a des boîtes qui coûtent 2 €, 3 €, qui est vraiment ridicule par rapport à si on voit dans d'autres pays, même aux États-Unis ou choses comme ça. C'est vraiment des prix très très bas pour un médicament. D'accord. C'est un business, ça doit être fou, ça doit être une guerre au quotidien, ça doit être un truc de fou. Alors justement, c'est un peu le sujet. Est-ce que les labos, du coup, ils jouent le jeu ? Ou est-ce qu'ils envoient que les médicaments les plus rentables ? Parce que tu te dis, par exemple, le médicament, alors j'ai pas de nom ou d'idée en tête, mais ils vont vous envoyer très facilement celui où il marge à fond, et celui qui est vendu 2-3 €, celui-là, par contre, il est en rupture. Oui, c'est ça. Ou même tout simplement, ils décident que si eux sont pas rentables parce que le prix est trop bas, ils arrêtent la fabrication, tout simplement. Donc c'est là qu'on se retrouve, mais c'est même plus des ruptures, c'est des arrêts de commercialisation d'un traitement. Donc ça, après, dans un monde capitaliste, ça se comprend aussi que si le labo ne gagne pas d'argent sur sa production, il l'arrête. Dans un monde capitaliste. Après, le patient, dans un monde de santé, par contre, le gars, il n'a plus de traitement, il n'a rien, quoi. C'est ça. C'est là tout le problème de l'industrie pharmaceutique actuelle, j'ai envie de dire. C'est sûr que pour le patient, à la fin, lui qui est au bout de chaîne, qui n'a rien demandé, c'est lui qui en pâtit, ça c'est certain. Et on pourrait dire qu'il y a des pathologies qui sont exclues des ruptures, mais pas du tout. On a eu sur du diabète, sur des cancéreux, sur des médicaments qui peuvent toucher toutes les pathologies. Les asthmatiques, la ventoline a été en rupture pendant un moment, il y a 1 an ou 2. Ça peut vraiment toucher tout le monde et toutes les pathologies. Et toi,
en tant que pharmacien, tu es un peu le tampon entre le labo, en fait, et le client. Du coup, j'imagine que tu te prends un peu la colère, peut-être, du patient. Oui, tout à fait. Surtout, j'ai envie de dire, je pense que tout le monde te le dira, depuis à peu près les années Covid, la parole du patient est plus libre et il se permet des choses qui ne se permettaient pas avant. Il y a parfois de la colère, parfois justifiée, mais on peut rester correct quand même, je pense, quand on discute. Donc oui, forcément, nous, on est en bout de chaîne aussi, juste avant le patient. Donc on prend souvent la colère en pleine face et il y a de plus en plus de pharmaciens agressés, des choses comme ça, à minima verbal, mais aussi parfois physiquement, quoi. À ce point-là. Ouais. Vraiment, le Covid, c'est fou, hein, ça revient tout le temps. C'est vraiment un truc qui a fait une cassure, parce que le gars... Alors, je connais pas assez les maladies, hein, mais le mec qui est diabétique et qui a pas son traitement, il fait comment ? Parce que là, il peut peut-être mourir, je sais pas, Ouais, s'il n'a bien pas sûr. son traitement. Ouais, Enfin, ouais. toi, tu te retrouves là. Alors, dans la majorité des cas, si un médicament est en rupture, il peut y avoir ce qu'on appelle des équivalences. Donc, par exemple, si une insuline qui manque, on peut partir sur une autre insuline. Ce ne sera pas exactement les mêmes caractéristiques, mais qui pourra faire le taf en attendant que l'autre vienne disponible sur le marché. On va dire que dans 80-90% des cas, on a des alternatives. Mais malheureusement, parfois, il y a des médicaments où ils sont un peu niches, ils sont tout seuls sur le marché. Et là, on n'a vraiment aucune possibilité de changer de molécule pour répondre aux demandes du patient. Souvent, quand c'est comme ça, en fait, l'ARS, donc je sais qui chapeaute un peu L'agence régionale de santé. Voilà, tout à fait. Ils mettent en place, ça peut être des dépannages, par exemple, on reçoit des boîtes d'Angleterre, d'autres pays européens où c'est disponible pour pouvoir combler la rupture temporairement. Ok. Mais par contre, on les achète à notre prix français ou on fait ce qu'on peut, tu sais pas ? Ça, je sais pas. Je suppose qu'on doit les payer plein pot, quoi. Certainement, oui, bien sûr. Ouais, on veut cadrer le truc avec le prix français, puis finalement, on se retrouve un peu piégé, quoi. C'est là un peu la limite du toujours moins cher, c'est qu'il y a le revers de la médaille derrière, quoi. C'est les médicaments qui s'arrêtent, les labos qui font moins de recherche. Après, je connais pas les ressources des laboratoires pharmaceutiques, j'ai jamais travaillé dedans. Je sais pas si ils veulent toujours gagner plus au détriment des autres. Ça, je peux pas te dire, mais ce qui est certain, c'est que ça crée des troubles avec les prix de plus en plus bas. Ça a forcément joué sur les ruptures. Oui. Le rapport avec les labos, toi en tant que pharmacien, tu es au contact des commerciaux peut-être qui viennent. Je sais pas comment ça marche, mais un magasin de vêtements, il y a un commercial pour chaque marque qui doit débarquer et puis qui dit voilà, la nouvelle collection pour l'été prochain, c'est ça, ça, ça. Toi, avec un labo, comment ça se passe ? Est-ce que tu as un commercial qui vient aussi et qui te dit voilà, maintenant, fini les Feralgans et Feralgux, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Toutes les marques, alors c'est surtout pour les produits en général non remboursés, donc tout ce qui est para, veto, toutes ces choses-là. Il y a Para-veto, alors là, tu m'as parlé chinois. Parapharmacie, donc tout ce qui peut s'acheter sans ordonnance. En gros, ça peut être la cosmétologie, tout ce qui est dentifrice. Des choses qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression, aussi en pharmacie. Oui, parce que alors là, contrairement aux médicaments où le prix est fixé par la Sécu et identique dans toutes les pharmacies de France, tout ce qui n'est pas remboursé, le prix est libre. Donc chaque pharmacie applique ses tarifs. C'est pour ça qu'on peut avoir des différences de prix sur certains produits. Mais forcément, la marge est plus élevée sur tout ce qui est parapharmacie que sur les médicaments. D'accord. Ouais, le business model, c'est beaucoup plus intéressant. Et le pharmacien, il a tout intérêt à vendre le plus de parapharmacie, enfin de produits de parapharmacie, plutôt que des médicaments. Oui, il faut faire un peu des deux, je pense, pour avoir un équilibre. Mais après... c'est plus facile pour une pharmacie plus grande de faire de la para, parce que forcément, plus tu as de volume, plus tu as des prix bas. Ça, c'est comme partout, hein. Et une petite pharmacie de quartier, pour reprendre un exemple, ils auront moins de produits, moins de stock, donc forcément un peu plus cher. Et on connaît les gens, forcément, Internet, c'est plus facile de trouver les prix les plus bas ailleurs. Donc,
Il y a des pharmacies et des petites pharmacies, leurs revenus sont axés à 80% sur l'ordonnance. D'accord. Alors qu'une pharmacie un peu plus grande surface peut être à 60-40, par exemple 60 médicaments et 40 parapharmacie. Les commerciaux, ils viennent principalement pour la partie parapharmacie. En fait, il n'y a pas de négociation sur le prix qui est fixé en fait, par la CPAM. Quoi, en fait. Il y a pas du tout de... Donc après, sur ce qui est le médicament, maintenant, la majorité des médicaments, donc, ce sont des génériques. On va en reparler. On va en parler. Donc ce sont des copies de médicaments, donc ce qu'on appelle princeps, qui sont les originaux. Et qui au bout de 10-15 ans, la formule est tombée dans le domaine public. Et donc il y a des laboratoires qu'on appelle génériqueurs qui refont le même médicament, mais du coup sans avoir dépensé tout ce qui est recherche et autres. Donc ils peuvent le vendre beaucoup moins cher. Donc ça représente peut-être 80-90% de ce qu'on vend, ce sont des génériques. Et en général, une pharmacie a un labo génériqueur principal. On peut citer Biogarant, on peut citer Viatris, anciennement Mylan, Teva, voilà, peut-être des labos qui vous parlent. Type Sanofi, choses comme ça aussi Ouais, alors Sanofi ne font pas de générique. D'accord, ah oui, c'est vraiment deux mondes différents. Dans le monde des labos, il y a les génériqueurs et les principaux. Il n'y en a pas un qui fait les deux, quoi. Non, c'est rare. Ouais. Souvent, c'est des labos qui sont spécifiques génériques. Ils font que des copies de médicaments. Et du coup, ils peuvent les vendre moins cher. Donc souvent, les pharmacies ont un génériqueur principal. Et là, on peut négocier une remise. En fonction de la quantité, j'imagine, voilà, etc. Plus on fait de vente, plus on peut avoir de remise, forcément. Après, ça n'impacte pas le prix, parce que le prix de vente reste le même. Comme c'est fixé par la Sécu, c'est juste pour la pharmacie, pour engranger plus de bénéfices. Ouais, en fait, c'est fou. En fait, le business de la fabrication du médicament, ça veut dire, il y en a qui sont, on va dire, beaucoup dans la recherche et le développement, d'autres qui sont juste des producteurs. Et eux, en gros, ils prennent les brevets et ils produisent en série le plus possible. Voilà, c'est ça. Et là, c'est du business bête et méchant, entre guillemets, et après, c'est de la négo avec les pharmacies, quoi. Oui, après, il y a les gros labos, comme tu pouvais citer, Sanofi et autres, qui sont beaucoup plus dans la recherche, qui vont sortir des nouvelles molécules, tout ce qui est cancer, nouvelles pathologies, donc des recherches qui coûtent cher, avec des produits qui vont sortir, des médicaments qui vont être forcément très chers. Pour donner des idées, il y a des médicaments là, qui sortent pour un mois de traitement, ça peut monter jusqu'à 50 000 euros pour un traitement. Donc c'est pas tout, hein, mais c'est pas rare d'avoir des médicaments à 1 000 euros, 2 000 euros pour un mois de traitement. Donc voilà, donc il y a les gros labos qui font des recherches et les génériqueurs qui, eux, font vraiment... ils font pas de recherche en général, ils font vraiment que des copies. Mais c'est grâce à ça que l'économie de la pharmacie tourne en ce moment, hein. C'est grâce au générique. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a des grèves, comme tu as pu le voir. Ouais, on en parlait. Ouais. Ouais. Explique un peu ce qui se passe. Pour être simple, la remise maximale que peuvent accorder donc les génériqueurs, c'est 40% sur le prix d'achat. Là, la loi a été signée pour une baisse à 30%, donc 10% de moins. Et normalement, c'est l'année prochaine, on va passer aussi à 20%. Donc, pareil, 20% de moins de remise. Donc, Alors, attends, parce que là, déjà... Alors, il faut se dire, déjà, on enregistre cette émission fin septembre. Ça sortira dans 2 mois, on va dire. Donc, voilà, il faut poser les choses dans leur contexte. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avant, on pouvait faire plus de réduction et maintenant, on va en faire moins. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est l'État qui fixe ça. C'est l'État qui a décidé ça parce qu'ils se sont dit, attendez, les labos vous font 40% de remise. Moi, du coup, je peux baisser mon prix de médicament peut-être de 20%. Ils vous feront 20% de remise en moins et ces 20% seront sur le prix de vente. Donc, sur le papier, pourquoi pas, mais en réalité, beaucoup de pharmacies vont devoir fermer parce que si toute entreprise t'enlève 20% de bénéfices, ça peut faire un gros trou à la sortie, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est une vraie manne en moins pour la pharmacie, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, l'État est dans son rôle, entre guillemets, où il se dit, je vais économiser de l'argent, on en profite. Oui. C'est une opportunité, mais pour le pharmacien, par contre, son business, c'est mort. Après, il faut trouver le juste milieu entre la juste rémunération pour que tout le monde vive et le prix le plus faible pour la collectivité. Mais à vouloir tirer trop bas, on peut avoir l'effet inverse, quoi.
Sur la gestion des médicaments, du stock de médicaments, est-ce que vous avez des ententes entre pharmacies, parfois ? Alors, en théorie, chaque pharmacie est indépendante. Après, chaque pharmacie a ce qu'on appelle des groupements pharmaceutiques. Ce que tu peux voir sur les enseignes, groupement Giffard, par exemple, Elsie pour ma pharmacie, il y en a plein d'autres. Ça, ce sont ce qu'on appelle des groupements, donc ça regroupe différentes pharmacies sur toute la France. Et parfois, il peut y avoir des systèmes d'échange entre pharmacies d'un même groupement, mais ça reste plutôt rare. En général, ça se fait peu. Si nous, par exemple, on n'a plus de médicaments et qu'on sait qu'il y en a chez un confrère, eh ben, on va dire au patient, c'est indispensable pour vous, allez chercher dans une autre pharmacie. C'est ça, le gars qui est diabétique, par exemple, toi, t'es sur la paille, t'as plus rien, tu vas forcément envoyer le gars. Ouais, c'est du bon sens, quoi. Là, c'est la vie des gens, quoi. Et inversement, quelqu'un d'une autre pharmacie peut venir chez nous chercher un médicament qu'il n'a plus dans sa pharmacie, par exemple. Ça t'est arrivé de... Alors là, je pars sur le côté anecdote, mais de voir un gars qui n'est pas bien, il lui faut vraiment son traitement, peu importe sa maladie, tout de suite ou dans l'heure, quoi, et t'appelles en vitesse d'autres pharmacies pour... Oui, en général, alors il y a deux écoles, c'est soit la pharmacie a déjà peu de stock et a dit non, moi je les garde pour mes patients. Ah oui. Voilà, ce qui peut potentiellement s'entendre, mais notre patient est aussi un patient, bon voilà. Ouais. Et moi, j'ai eu une pharmacie qui avait le produit en stock, je le savais, et qui m'a dit non, je ne l'ai pas. De toute façon, je ne le donnerai pas à vos patients. Ah ouais. Donc ça peut arriver aussi. Voilà, je dis, il y a des bons et des mauvais pharmaciens. C'est chaud là, c'est la vie des gens, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, ils veulent le garder pour leur patientèle, ce qui peut se comprendre aussi. Mais au bout du compte, sur la compatie, c'est le patient, encore une fois. Ouais, c'est toujours les mêmes bout de chaîne, de toute façon. C'est ça. Ça reste un cas particulier. Oui, je pense que la majorité marginal. des pharmaciens c'est marginal. Font en sorte que le patient soit soigné, bien évidemment. On tire sur la corde jusqu'à ce que ça soit trop compliqué, quoi. Oui. On parlait tout à l'heure justement des clients mécontents. Tu me disais, depuis le Covid, c'est compliqué, notamment, ou alors c'est peut-être un truc de vieux, quoi. Tu vois, t'as déjà 10 ans dans le métier, tu te dis, je suis nostalgique des premières années, tu vois. Peut-être, mais je pense vraiment que alors déjà les rendez-vous médecins sont compliqués à avoir, donc des fois les patients ils viennent nous voir, l'ordonnance est terminée, ils peuvent pas avoir de rendez-vous dans l'immédiat, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent nous voir, alors il y a deux écoles, c'est pareil, il y a les patients très gentils qui vont emmener ça tout doucement, et il y a les patients qui vont arriver tout de suite, à peine bonjour, très agressifs. Il me faut mes médicaments, pas de bonjour, pas de merci. J'ai envie de dire, tu as plus envie d'aider la personne qui vient gentiment réclamer quelque chose que la personne qui est tout de suite agressive. Après, je pense qu'elle est agressive parce qu'elle se sait en tort. Elle sait que c'est elle qui n'a pas son ordonnance à jour et que c'est un peu son problème. Mais je pense que ce n'est pas la bonne façon de réagir. On est là pour aider les gens avant tout. Après, on a un cadre réglementaire qui nous empêche de faire tout et n'importe quoi aussi. Donc, heureusement, depuis peu, on peut prolonger une ordonnance de 3 mois. Voilà, si par exemple elle était valable 6 mois, on peut renouveler de 3 mois supplémentaires pour permettre aux patients d'aller voir le médecin pendant ces 3 mois. Mais voilà, il y a des gens très agressifs tout de suite, et c'est vrai que c'est pas agréable. J'ai déjà des collègues qui sont partis en pleurant. Ah oui, quand même. Oui, bien sûr, qui se sont fait traiter. Alors, ça me fait penser, en plus, un métier peut-être un peu plus féminin. Peut-être, je sais pas, toi, dans ton cas, j'ai l'impression, je connais ta pharmacie, donc forcément, je vois bien qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais je sais pas si tu as des stats peut-être sur le métier en général. Je vais dire une chose simple. Moi, à la fac, donc on était 100 à être passés en 2e année, comme je te disais. On était une dizaine de garçons. Ah oui. Et vache. Donc les préparatrices, c'est pareil. 80% de préparatrices et 20% d'hommes, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est une grande majorité féminin. Et j'ai l'impression que les gens se permettent plus de choses encore avec des femmes que des hommes. Certainement. Moi qui travaille un peu dans le contact des clients aussi, voilà, c'est... Oui, on voit bien. Le titulaire est un homme. S'il y a un souci et qu'il est présent et que la personne va le chercher, souvent, dans 80% des cas, tout de suite ça apaise. Est-ce que parce que c'est l'autorité? Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Sûrement un peu des deux.
Mais voilà, oui, c'est certainement avec les femmes plus facile d'insulter ou de parler mal, quoi. Est-ce que c'est pas trop compliqué, trop dur, je sais pas, de voir des gens malades toute la journée, entre guillemets? C'est un peu l'image qu'on peut... Enfin, c'est comme une salle d'attente, tu vois. Il y a une ambiance un peu particulière. Les pharmacies, c'est pas pump it up, tu vois. Alors heureusement, on n'a pas que des gens à l'article de la mort qui viennent nous voir tous les jours. Il y a aussi des gens qui prennent leur traitement et qui se portent très bien grâce au traitement, et heureusement. Là, ton animation un peu zombie que tu disais au départ, on peut l'avoir un peu peut-être en période hivernale, tous ceux qui ont des rhumes, des choses comme ça, ou si ça arrive à la pelle, ça c'est sûr. Et surtout, souvent, nous aussi, on est exposés au virus aussi l'hiver, on est souvent malade, malheureusement. On est en contact de tout ça, mais les gens extrêmement malades, au final, c'est pas notre quotidien. La plupart du temps, c'est plutôt des banalités. Gens, des banalités ou des gens qui restent en bonne santé grâce à leur traitement qu'ils prennent au quotidien. On parlait avant des labos. Donc les labos, heureusement qu'ils sont là, mais en même temps, il y a ce côté rentabilité, comme tu dis, dans un monde capitaliste où forcément Big Pharma, etc. Enfin, voilà, c'est tous les complots possibles, imaginables. Bon, je connais pas, j'ai jamais entendu parler d'un labo qui met la clé sous la porte, donc je m'inquiète pas trop pour eux. Moi, j'avais entendu un patron d'une pharmacie, justement, qui se plaignait, je crois que c'était 2 ans après le Covid, on était encore tous avec les masques. Il disait, avec tous ces masques-là, personne n'est malade, en fait. Et tu vois, il se plaignait, tu vois, donc tu te dis, le pharmacien, il a un peu besoin des gens malades aussi. Tu vois, dans la nature du business, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Comme tu dis, tu as interrogé un patron, donc quelqu'un qui met de son argent, qui est impacté si les ventes sont basses ou autres. Moi, comme je dis, je suis pharmacien adjoint, donc je suis salarié. Donc je me sens moins impacté par les rentrées ou les sorties d'argent de la pharmacie. Mais oui, c'est vrai que c'est tout le paradoxe du métier, c'est qu'on gagne notre vie sur les boîtes de médicaments, donc si personne n'est malade, il n'y a pas de pharmacie. Dans un monde parfait, il n'y a pas de pharmacie, quoi. Voilà, c'est ça. Après, pour régler un peu ce problème où en France, on prenait, je pense qu'on doit être les champions d'Europe ou du monde de médicaments, de prise de médicaments, il y a quelques années, la Sécu, pour modifier ça, ils se sont dit, au lieu de rémunérer à la boîte, on va rémunérer à l'ordonnance. C'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si tu as fait attention, mais sur tes ordonnances, si tu regardes le tampon de la pharmacie au dos, lors des délivrances, il peut y avoir des honoraires, ce qu'on appelle des honoraires de dispensation, des honoraires d'âge, d'ordonnances multiples, des choses comme ça. Avant, je te vendais 12 boîtes de Doliprane, je gagnais un peu sur les 12 boîtes. Okay. Maintenant, si je t'en vends 12, ça ne change rien, pratiquement rien pour moi, quoi. D'accord. Donc, le but, c'est qu'on a des honoraires. Donc là, c'est pareil, c'est fixé par la Sécu. Le pharmacien n'a pas son mot à dire. C'est la Sécu qui fixe tout ça. Nous, quand on fait les ventes, c'est automatique. Des fois, on a des patients qui disent « Ah, vous prenez 3 € pour ça. » Moi, j'y peux rien. C'est automatiquement fait. C'est la Sécu qui fixe ça. À la base, pour faire donc, des économies et puis pour diminuer la prise de médicaments. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus cet aspect où il faut vendre beaucoup de boîtes. On peut vendre moins de boîtes et avoir la même rémunération, si tu veux. D'accord. Plus avantageux pour le pharmacien. Et pour la Sécu aussi, au final, ouais. Qui, si elle rembourse moins de boîtes, elle y gagne aussi. Ouais. Tu parlais justement du nombre. Toi, tu es salarié. Est-ce que tu peux être... Alors là, c'est vraiment purement commercial ce que je te demande. C'est est-ce que tu peux être commissionné à ce que tu auras vendu. Par exemple, on parlait du Doliprane, je ne vais pas citer de marque ou de mal, bref, mais si par exemple ton patron il vient te voir et te dit plutôt que Doliprane, tu vas proposer l'autre. Efferalgan. Voilà, par exemple. Est-ce que toi, si les gens qui viennent te demander ça, tu as proposé tes Efferalgan, est-ce que toi tu peux être commissionné là-dessus et te faire un complément de salaire par exemple ? Alors c'est une bonne question. Ça c'est pareil, c'est propre à chaque pharmacie. Alors nous c'est ce qu'on appelle des challenges. Ouais. Alors souvent. Le vrai commerce. Là tu m'as mis dedans là. Là alors, voilà, c'est un peu moi l'aspect que j'aime moins de la pharmacie, c'est l'aspect un peu commercial. Mais on n'a pas ça sur les médicaments déjà.
chose est sûre. Oui, sur les vrais médicaments, Voilà, sur tout ce qui est les remboursés. médicaments, sur ordonnance. Déjà, on n'a pas le droit de faire tout ce qui est fidélité. Ça, c'est interdit par la loi. On ne peut pas ouvrir une carte de fidélité. Si vous achetez 10 Doliprane, vous avez une boîte offerte. Ça, c'est impossible. J'ai vu ça dans des pharmacies. Hein. C'est impossible, non. J'ai déjà vu je te jure, alors c'était peut-être pas par contre pas sur des médicaments, Oui, ok. mais j'ai déjà vu en mode achetez ça, vous aurez ça offert, Oui, ça existe. Tout ce qui est justement parapharmacie, où là c'est libre, là oui bien sûr, ça peut être comme tout commerce, des promos, des réductions, de la fidélité, ça il n'y a pas de problème. Et pour en revenir, nous en tant qu'employés, donc on a ce qu'on appelle des challenges, oui, ça arrive sur des laboratoires de parapharmacie, de micronutrition, de choses comme ça. Si on vend tant de boîtes par mois, on a X euros après de données. ouais. Alors c'est pas sur le salaire directement, ça va être des chèques cadeaux par exemple, des choses comme ça. Ah ouais, donc il y a quand même une petite carotte quand même dans le métier. Oui, alors après, on ne fait pas sur n'importe quoi non plus. C'est sur des labos de toute façon, qu'on conseille avec ou sans challenge. Oui. Là, voilà, c'est plus une aide financière légère. Hein, ça ne va pas être 1 000 euros non plus. Hein, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Enfin, je dis par mois. On les touche 1 à 2 fois par an. Donc... ça va être quelques dizaines d'euros sur l'année, quoi, si tu veux. Ah oui, c'est vraiment laboratoire. minime. Oui, Ouais, oui, c'est vraiment minime. c'est pas avec ça qu'on va changer de salaire. Hein, mais, Alors, le salaire d'un pharmacien, d'un préparateur en pharmacie, peut-être que tu sais un peu alors pas forcément ton salaire à toi, mais global. Oui, alors après, c'est pareil, un pharmacien qui débute ou un pharmacien en fin de carrière n'aura pas le même salaire. Déjà, un pharmacien titulaire, lui, il est chef d'entreprise, il met son salaire qu'il veut. Ouais. Voilà, si sa boîte tourne pas, il peut prendre plus ou moins de salaire. Après, un pharmacien adjoint, pour un temps plein, ça peut aller, quelqu'un qui débute en net, je vais te parler en net, ça va être 2500 par mois à peu près. Pour un débutant, un pharmacien adjoint débutant. Ouais. Après, moyen, ça va monter à entre 3000 et 3005. Okay. Un pharmacien en fin de carrière, je pense qu'il peut toucher peut-être 4000, 4005. Ok. Et un préparateur ? Préparateur, ça va être un peu plus, ça va être peut-être 2000 euros net. Pour commencer quand même ? Pour commencer un peu moins, je pense, ça va être 1007, 1008, je dirais. Après, pour 3 ans d'études de base, quoi. C'est ça. Et après, oui, il peut toucher dans les 2000 euros net, je dirais, hein, plutôt en fin de carrière, 2000, 2100. Ah, il y a très peu d'évolution, par contre, pour un préparateur, quoi. L'évolution est plus faible, ouais. Et il n'y a pas de... Tu sais, en fonction de l'expérience, on peut passer de préparateur, ouais, voilà. Alors, quand tu fais des études de préparateur, préparatrice, si tu as fini tes études, tu peux faire une passerelle pour être pharmacien, enfin faire les études de pharmacie, tu rentrerais en 2e année directement. Ok. Mais c'est sur dossier, tout le monde ne peut pas le faire. Et puis il te reste 4 ans. Après, tu repars pour 5 ans, ouais. Waouh, à minima, ouais. Faut le faire. Donc voilà, mais c'est possible, c'est possible. Et est-ce que toi, tu trouves du coup que c'est un métier qui est assez valorisé, peut-être ? Alors, valoriser... Quand on entend les sondages, les gens du quartier mettent souvent leur pharmacien ou leur pharmacie quelque chose de vraiment fiable et où ils iront sans faute. Après, c'est vrai que ça a évolué un peu. Les gens sont, on va dire, moins fidèles à une pharmacie. Plus on va là où on se trouve, à côté du travail, à côté de la maison, voilà, à côté de l'école. C'est moins, on va dire, fidèle qu'avant. Mais après, je pense que c'est un métier où les gens peuvent compter sur le pharmacien. Donc, comme je te disais, on est toujours ouvert, sans rendez-vous. Tu peux poser une question, tu peux venir, il n'y a aucun souci. On est souvent les premiers maillons de la chaîne et je pense que pour ça, oui, c'est valorisé. Et toi, tu as des clichés que tu as entendus que, justement, quand tu dis que tu es pharmacien, qu'est-ce qu'on te dit, généralement, d'ailleurs ? On va dire je gagne bien ma vie, ça c'est les basiques. Ils vont penser que je gagne 10 000 euros par mois, peut-être, je sais pas. Ouais. C'est souvent ça, c'est le cliché de l'argent. C'est un cliché qui a pu être à l'époque sur les pharmaciens titulaires, hein, encore une fois. Mais comme les médecins à l'époque, où il y avait... Alors là, les cadeaux labo, c'était autre chose que maintenant. Hein. C'était des voyages, c'était des choses comme ça. Tout ça, ça n'existe plus, hein, bien évidemment.
Mais les pharmaciens avant gagnaient bien leur vie. Je pense que c'est plus le cas maintenant. C'est un peu compliqué, hein, les pharmacies. Je sais que les fonds de commerce de pharmacie, ça se vend plus aussi facilement et il y en a certaines qui sont en reprise. Déjà juste sur La Roche, là, il y en a 3 qui ont fermé en quelques années. D'accord, ah oui. Donc La Roche-Ville, équivalent Cholet, 55, 56 000 habitants, peut-être un peu plus maintenant. Il y avait 13 pharmacies, je crois qu'il n'y en a plus que 10. Donc c'est pas un commerce où tu vas acheter et tu es sûr que tu gagneras ta vie. Hein. C'est les petites pharmacies, si le pharmacien est tout seul, il va faire du lundi au samedi, tous les jours, il va faire 70 heures dans sa semaine, il sera tout seul et il va gagner 2500 €. Faut pas croire que... Rapporté à l'heure, ouais. Oui, il faut pas croire que c'est un métier facile et qui gagne beaucoup. Hein. C'est de l'investissement. On a les gardes aussi à faire. Ça, je voulais t'en parler justement. Explique un peu, parce que vous êtes obligé d'être ouvert en fait. Oui. Donc il y a si on parle de notre département, la Vendée, il y a plusieurs secteurs. Sur La Roche, il y a tout le temps une pharmacie de garde tous les soirs. Donc ça tourne, donc tu vois, on est une dizaine, donc ça revient 2 fois par mois. En gros, on a une garde de nuit, ce qu'on appelle. Donc on est présent à la pharmacie de la fermeture jusqu'au lendemain matin. Si urgence, en fait, c'est vraiment pour les urgences? Alors à la base, oui, c'est pour les urgences. Après, tu as des gens, ils voient que la croix est allumée, ils vont venir, quoi. Ah ouais. Ils ne se posent pas de questions. Après, ce qui est bien sur La Roche, c'est qu'à partir de 21h, il faut passer par le commissariat. Donc la personne doit aller au commissariat, avoir une ordonnance du jour. Le commissariat nous appelle et ils nous disent quelqu'un va venir. Ça nous permet de sécuriser un peu les venues et en même temps d'être sûr que ça soit potentiellement des urgences. Ça me fait penser, l'aspect sécurité, c'est parce que quand tu me dis que tu as des médicaments à 50 000 € par mois de traitement, vous n'avez pas des risques de vol, etc. Enfin, ça doit être... Alors, si, mais je pense pas que ça soit... C'est pas encore développé, on espère que ça... Ouais, et puis en revente, c'est compliqué. Après, il y a tout ce qui est un peu stupéfiant. Là, il y a plutôt des détournements. Ouais. Des gens qui vont faire des fausses ordonnances, par exemple, et puis après les revendre au marché noir ou à la sauvette. Tout ce qui est morphine, choses comme ça, oui, il y a. Après, venir dans une pharmacie et puis voler une boîte à 10 000 €, il ne pourra pas la revendre, quoi. Enfin, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est malheureusement, c'est des fausses factures à la Sécu. Tu dis, j'ai vendu cette boîte 10 000 € à un patient, sauf que le patient n'existe pas, l'ordonnance n'existe pas, et voilà, ça fait rentrer de l'argent dans la pharmacie. Et voilà, ça c'est des fraudes à la Sécu. Malheureusement, il y a des pharmacies qui ont fait ça. Ah oui, la fraude du pharmacien, pas du... Ok. Ouais, du pharmacien, ouais, bien sûr. Et il y a eu ça aussi avec le Covid, là, tous les tests, quand il y a eu des centaines, voire des milliers de tests de fait, c'était très rémunérateur, pas de TVA. Et il y a des pharmacies qui ont déclaré avoir fait des tests qu'ils n'ont jamais fait, et donc qui se sont mis des milliers d'euros de côté. Heureusement, ça a été vu par la Sécu, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là qui peut survenir. Ouais, après, c'était la crise, donc sur le coup, on ouvre les vannes et puis après, on commence à recontrôler. Ouais, clairement, c'était les vannes ouvertes, comme tu dis. Ouais. Tu penses, toi, du coup, ton métier, plutôt quand même bien vu, malgré le fait que, le côté argent, forcément, c'est le premier truc qui te revient. Mais tu conseillerais, toi, ton métier ? Alors oui, je conseillerais. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est l'évolution du métier. Moi, quand j'ai commencé la fac, je suis diplômé depuis 10 ans, donc la fac depuis 15 ans maintenant, ça commence à faire. Le métier que j'ai appris n'est plus le même que le métier actuel. Vaccination, on ne faisait pas. Les dépistages, on ne faisait pas. C'était vraiment quasiment que de l'ordonnance. C'est vrai que de plus en plus, on a des nouvelles missions qui sont très bien. Hein, ça fait faire des choses nouvelles. Mais voilà, on ne sait pas. On n'a pas de directive dans 10 ans. Je ne peux pas dire le métier de pharmacien, comment il sera dans 10 ans. C'est un métier d'avenir ou pas, quoi. C'est compliqué de dire maintenant. Les baisses des rémunérations. Moi, j'ai une amie...
qui est partie en Bretagne, qui veut peut-être acheter une pharmacie, elle se dit je vais peut-être attendre 2-3 ans, voir comment le marché évolue avant de me lancer, quoi. Parce que c'est des grosses sommes, hein, acheter une pharmacie. C'est des millions, c'est à plus d'1 million généralement. Ouais. Juste une petite, c'est 1 million, des grosses, ça peut être 4, 5, 10 millions, quoi. Donc c'est un gros investissement, et si derrière t'es pas sûr de récupérer ta mise, ça peut un peu refroidir un peu, quoi. Après, nous, je sais qu'on est... c'est un métier où il manque de pharmaciens, hein, clairement. Si tu recherches, si tu cherches quelqu'un, tu reçois pas beaucoup de propositions, hein. Le marché est très fermé. Donc ça manque. Donc oui, si tu veux un métier, si tu es pharmacien, tu peux être embauché un peu n'importe où là, à l'heure actuelle. D'accord. Toutes les pharmacies, ne serait-ce que pour les vacances et choses comme ça, ils cherchent des pharmaciens, ça c'est sûr. Ok, bon à savoir. Ouais. On en parlait avant l'émission. Toi, tu as une particularité, alors je mets des grosses guillemets, c'est que toi-même, tu as une maladie rare. Et je me posais la question, alors déjà, tu vas expliquer quelle est ta maladie et ses effets, etc. Et aussi, est-ce qu'on est obligé, dans ton cas notamment, quand c'est une maladie très rare et qui peut être vraiment agressive, entre guillemets, est-ce qu'on est obligé de le dire à son employeur ? Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, explique un petit peu, du coup... Ouais, alors moi j'ai la mucoviscidose, hein, donc c'est une maladie génétique qui est assez connue maintenant quand même. Bon, avec Grégory Le Marchal notamment. Exemple, ouais, tout à fait. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont incité à faire pharmacien aussi. J'ai vécu toute mon enfance tous les mois en pharmacie, donc c'est quelque chose qui était assez familier pour moi au final. Inconsciemment, je pense que ça m'a ouvert un peu les yeux, et puis je me disais aussi quand j'étais petit, si je connais les médicaments, un peu tout ce milieu-là, ça m'aidera sûrement, moi, dans ma pathologie. Donc, je pense qu'inconsciemment, tout ça m'a... Ouais, comme une survie un petit peu... Ouais, c'est ça. Si tu es dans le milieu, si tu as le savoir, c'est plus facile de gérer ta maladie, quoi. Donc, carrément. Voilà. Après, non, au niveau de l'employeur, c'est pas quelque chose que tu es obligé de dire à l'embauche. Après, moi, je sais qu'en général, je l'annonçais avant pour être clair avec moi et avec l'employeur. C'est vrai qu'à l'époque, ça m'arrivait d'être en arrêt une semaine ou deux de temps en temps, ça pouvait arriver. Je voulais quand même que la personne soit au courant. C'est vrai que là maintenant, depuis quelques années, il y a des nouveaux traitements qui font que c'est stabilisé et que je me porte plutôt bien en ce moment. Donc je suis pas en arrêt, hein, pas du tout, ouais. Hein, on peut le dire. Tout va bien. Tout va bien. Mais non, c'est pas quelque chose qui est obligatoire à l'embauche. Après, moi, parce que ça peut être une source de discrimination, en fait. Moi, je le pensais dans ce sens. Ouais. Je me suis dit, peut-être que c'est quelque chose qui a pu te fermer des portes si tu étais obligé de le dire, quoi. Oui, c'est sûr. Je pense que mon employeur, il a réfléchi à 2 fois avant de valider le truc, hein, forcément. Si tu te mets à sa place, tu te dis, si le gars, il est absent une semaine par mois, ça va être compliqué, quoi. Bah oui, ouais. C'est pas le cas, et je suis très content qu'il m'ait pris malgré tout. Mais je pense que oui, il faut, même si ça peut être discriminant, je pense qu'il faut mieux être honnête, dire les choses. Ça instaure directement un climat de confiance. Et au moins, toi, tu sais, si la personne qui t'embauche accepte ta maladie, tu sais que tu n'auras pas de soucis dans le futur. Et qu'après, c'est des arrangements entre nous, quoi. Mais je pense que c'est mieux de le dire, ouais. T'as pas de statut particulier de travailleurs handicapés, de choses comme ça, parce que des fois il y en a qui profitent de ça, enfin qui sont très contents de remplir les quotas, hein, pour le dire machinalement. Oui, je suis reconnu RQTH du coup. D'accord. Après, il me semble que l'obligation d'avoir des RQTH, c'est à peu près, il faut être au moins 50, je crois, dans l'entreprise pour avoir des amendes. Je connais pas la loi exacte, mais il faut être assez nombreux quand même. Donc moi, c'était pas impactant, mais oui, je comprends que ça peut aussi être un critère, pour le coup, d'embauche dans des grosses structures, ça c'est sûr. Dernière question signature de l'émission. Quel métier, toi, t'aimerais découvrir éventuellement dans ce podcast ? Alors, je sais pas si tu pourras faire ça un jour, mais moi, j'ai une grande passion pour l'espace. Ouais. Entendre quelqu'un qui a travaillé à Kourou, dans tout ce qui est espace, fusée, choses comme ça, ingénieur
dans l'espace, ça me ferait très plaisir. Mais... Pas forcément le cosmonaute, hein, la personne qui est sur la base, quoi. Ouais, bien sûr. Tout ce qu'on entoure, de toute façon, les fusées, l'espace, ça m'attire beaucoup. Et ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait intéressé aussi, mais je ne me voyais pas faire ça à l'époque. Ah, les études, elles doivent être interminables dans ce genre de... Je ne sais même pas où c'est, mais oui, sûrement à Toulouse. Mais ouais, c'est sûr que ça ne doit pas être simple, mais ça doit être vraiment un métier passion pour le coup. Si vous avez des contacts, allez-y. Hein. Moi, ouais. je prends. Je vais avoir des métiers un peu méconnus. Déjà, pharmacien, c'est pas tellement connu. Hein. Je pense que je profite vraiment, merci, parce que c'est vraiment méconnu, je pense, comme métier. En tout cas, Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté de livrer ton expérience. Ouais, merci à toi. Merci également à tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister. N'hésitez pas à vous abonner et partager l'émission si elle vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, si vous pensez que votre métier est méconnu et qu'il gagnerait à l'être, ou alors que votre quotidien n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de votre métier, contactez-moi sur mes réseaux.